Salut l'équipe, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'histoire du petit Albert. Donc le voici, le petit Albert qui commence par jouer avec un gros rat blanc, puis au fil des jours en a tellement peur qu'il se met à pleurer à chaque fois qu'on le lui en présente. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'expérience en film sur internet. Une célèbre photo a aussi fixé pour l'éternité le visage joufflu du bambin aux côtés d'un lapin à poils longs, tandis qu'à l'arrière-plan se dessine l'ombre menaçante d'une main brandissant un marteau. À l'âge de 9 ans, Albert est le héros malgré lui de l'une des expériences de psychologie les plus célèbres et les plus discutées. Pour certains, un jalon dans l'histoire du comportementalisme, pour d'autres, une tentative, plutôt condamnable, de démontrer que les peurs et les phobies peuvent être provoquées, généralisées et enfin éliminées par conditionnement puis déconditionnement. C'est le psychologue américain John Watson, fervent défenseur du comportementalisme, qui réalise le premier cette expérience. Après avoir observé avec son assistante Rosalie Rayner, qui deviendra d'ailleurs sa seconde épouse, les réactions apeurées d'enfants face à des bruits inattendus, il se demande si celles-ci sont innées ou engendrées par des expériences plus ou moins précoces au traumatisme. L'objectif de Watson n'est pas banal. Il veut démontrer que même un enfant sain et émotionnellement stable peut développer une phobie. Et pour ça, il lui faut un cobaye. Et à ce moment-là, on est en 1920, et Watson est déjà un psychologue de renom. En 1913, il a publié un article intitulé Psychology as the Behaviorist View It, ce qui donne, sans l'accent pété, la psychologie telle qu'un behavioriste le voit, considéré comme le manifeste fondateur du comportementalisme depuis ce jour. La psychologie, pour Watson, n'est rien d'autre qu'une branche expérimentale des sciences naturelles, dont elle suit les règles et la méthodologie. Pour confirmer ses observations, qui sont d'ailleurs jusqu'alors limitées au comportement animal, il a besoin qu'on lui confie un enfant suffisamment jeune pour être modelé par son expérience en apparence inoffensive. Et ça sera alors le petit Albert. Et ça sera le petit Albert qui est probablement, nous dit Ovadia, le fils d'une assistante infirmière. Avant de commencer, Watson soumet Albert à une batterie de tests cognitifs et émotionnels pour s'assurer de sa santé mentale et de son niveau de développement. L'enfant va bien. Puis il lui présente enfin, un bref moment, un rat blanc, un lapin, un chien, un singe, un masque à poils et un masque lisse, des pelotes de laine et même des journaux en flammes. Albert ne manifeste aucune peur. Les assistants de Watson filment intégralement cette phase préliminaire, puis les suivantes. Ensuite, Watson dépose un rat blanc près de l'enfant, qui commence à jouer avec lui. Un conditionnement est alors appliqué. À chaque fois qu'Albert touche l'animal, Watson déclenche un bruit effrayant en frappant avec un marteau sur une barre métallique placée hors de la vue du bébé. Albert pleure, se calme et recommence à jouer. Dès qu'il interagit à nouveau avec le rat, Watson frappe sur la barre. Les deux stimuli, donc le rat et le bruit effrayant, sont couplés plusieurs fois. Dans la dernière étape de l'expérience, le psychologue présente le rat à Albert sans l'associer au son métallique. Son comportement a alors changé. Le simple vu du rongeur provoque des peurs et des réactions d'évitement. Albert a associé un stimuli neutre, donc le rat, et un stimuli anxiogène, qui est le son métallique, et a transféré sur le premier l'émotion, donc la peur, suscitée par le second. Et c'est pas tout, le conditionnement se généralise. Albert développe une phobie par tous les animaux à poils. Il pleure face à un lapin ou même des objets comme le masque à poils ou une couverture de laine. Watson a démontré son hypothèse. Il est possible de programmer un individu au moyen d'un conditionnement. Au moment de la dernière expérience, Albert a 1 an et 20 jours. Watson affirme dans l'un de ses écrits que l'enfant lui a été retiré avant qu'il ne puisse mettre en œuvre le processus de déconditionnement prévu. On suppose donc que le petit cobaye a conservé tout au long de sa courte vie, il meurt en effet à l'âge de 6 ans d'une maladie sans rapport, une peur provoquée de tout animal à poil. Watson fait le tour des États-Unis pour présenter ses conclusions. C'est la raison pour laquelle l'expérience a été filmée, ce qui est rare à l'époque. Une jeune étudiante en psychologie, Mary Cover Jones, assiste à l'une de ses conférences. Elle devient par la suite l'une de ses principales figures du behaviorisme et une pionnière des thérapies comportementalistes. Mais contrairement à Watson, Jones choisit de soigner un enfant qui souffrait déjà d'une phobie des animaux, en le désensibilisant grâce à l'association de petites créatures à poils et de stimuli agréables. Aujourd'hui, de nombreux psychologues doutent des résultats de Watson. Il n'est pas certain en effet que le petit Albert ait réellement développé une phobie des animaux à poils. On pourrait attribuer ces réactions à la fatigue, au son lui-même, voire au fait de se trouver dans la même pièce que deux adultes qui en réalité sont en train de le tourmenter.
La description de l'expérience est confuse. L'évaluation quantitative de la peur de l'enfant après le conditionnement n'est pas suffisamment précise. Et enfin, la répartition temporelle et la séquence des stimuli ne respectent pas les règles de distribution aléatoire qui rendraient le résultat significatif d'un point de vue statistique. Cependant, Watson a identifié un phénomène qui existe pour de vrai et ouvert la voie à de nouvelles études, influençant les penseurs de son époque et la façon dont ils envisageaient les aptitudes innées des êtres humains. Ce n'est pas un hasard si le romancier Aldous Huxley reprend à son compte l'expérience du petit Albert dans son meilleur roman, Le meilleur des mondes. Donc, petit aparté, dans la société rigidement hiérarchisée imaginée par Huxley, les classes subalternes sont conditionnées pour ne pas aimer les livres ni d'autres objets hors de leur portée, comme les fleurs. Les classes aisées cherchent ainsi à éviter les révoltes ou revendications des cases inférieures, mais elles habillent cette préoccupation d'un voile de générosité. Avec le conditionnement, personne ne désire ce qu'il ne peut avoir. Et chacun embrasse avec bonheur le destin que le sort lui a assigné, ce qui n'a probablement pas été le cas d'Albert, un pseudonyme choisi par Watson d'ailleurs. L'identité de l'enfant est longtemps restée inconnue. En 2009, le psychologue Hal Beck a annoncé avoir percé le mystère grâce à un examen approfondi de la correspondance de Watson. Il s'agirait de Douglas Merritt, le fils de l'assistante infirmière Arvilla Merritt et d'un employé de l'hôpital Johns Hopkins, où travaillait Watson. Douglas serait né le 9 mars 1919. Les premières expériences auraient commencé au début du mois de décembre 1919. En 1922, l'enfant aurait développé une forme grave d'hydrocéphalie, c'est-à-dire une accumulation excessive de liquide céphalorachidien dans les cavités du cerveau, entraînant son décès 3 ans plus tard. Selon d'autres études, le petit Douglas aurait souffert d'hydrocéphalie dès sa naissance. Watson aurait été au courant de l'état du bébé, qui justifiait son hospitalisation, lui permettant ainsi de mener à bien son expérience. Dans ses commentaires accompagnant l'article de Beck, un psychologue et un neurologue ont attribué certaines des réactions d'Albert à sa pathologie. On a alors de nouveau remis en cause les résultats de l'expérience de Watson et l'identité du petit cobaye, mais à ce jour, il s'agit de l'hypothèse la plus crédible. Qu'en est-il de Watson ? Qui était-il ? Sa biographie révèle une histoire personnelle tourmentée qui expliquerait en partie l'origine de sa théorie psychologique et sa conviction selon laquelle le comportement d'un individu peut être facilement programmé. Né en Caroline du Sud, en 1878, d'une mère très croyante et attachée à la prohibition, Watson a pour père, ironie du sort, un alcoolique peu porté sur les joies familiales, qui disparaît de sa vie quand il a 12 ans pour s'installer en ménage avec 2 Amérindiennes. Le scandale est lourd à porter pour Watson, qui devient un élève médiocre et dissipé. Il est même arrêté 2 fois durant son adolescence. Malgré tout, au moment d'entrer à l'université, Watson décide de donner une nouvelle impulsion à sa vie et supplie le recteur de l'université de Chicago de l'admettre en philosophie. Il s'oriente ensuite vers la psychologie et obtient en 1903 le titre de docteur de recherche avec une thèse expérimentale sur le comportement animal. Watson ne devint toutefois jamais un scientifique ou un professeur modèle. Il gravit certes tous les échelons de la carrière académique, mais est expulsé en 1920 de l'université Johns Hopkins lorsque sa femme découvre sa liaison avec son assistante Rosalie Rayner. Ce nouveau scandale avec Rosalie Rayner ternit durablement sa réputation, même après son divorce et son mariage avec Rosalie, qui dura jusqu'à la mort de cette dernière en 1935. Toutefois, ces théories sont confirmées par ses expériences, et sa célébrité grandit. Un peu comme si Watson voulait démontrer qu'un garçon élevé à la campagne, marqué par un début de vie agité et peu conformiste, pouvait devenir, avec un conditionnement opportun, un scientifique de renom. Dans son ouvrage Le behaviorisme, publié en 1930 et considéré comme le texte fondateur du comportementalisme, il se prononce avec passion contre toute forme d'eugénisme, une théorie à la mode, et écrit, je cite, « Donnez-moi une douzaine d'enfants en bonne santé, bien constitués, et laissez-moi libre de les éduquer selon ma propre méthode. Je vous garantis que, en prenant un au hasard, je le formerai de manière à en faire le spécialiste de votre choix. Médecins, juges, artistes, commerçants et même mendiants ou voleurs, et ce, indépendamment de leur talent, penchant, tendance, aptitude, ainsi que de la profession et de la race de leurs ancêtres. » Et c'est déjà la fin de cette vidéo, un peu différente des autres, dans laquelle on n'a pas beaucoup parlé de psychologie en soi, mais c'était plus historique. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin, et à très bientôt.